Bienvenue dans La Truffe dans la gamelle, premier podcast de nutrition vétérinaire. Je suis Charlotte Deveau, vétérinaire nutritionniste, et je vous propose de mettre ensemble la truffe dans la gamelle. Dans ce troisième épisode de podcast, en partenariat avec la marque spécifique du laboratoire DEKRA, nous accueillons Kako Naït Ali. Kako est ingénieur matériaux et titulaire d'un doctorat en chimie des matériaux. Son domaine d'expertise s'étend aux matériaux polymères issus du pétrole ou biosourcés, leur fabrication et vieillissement dans différents milieux, leur recyclage, leur fin de vie et leur toxicité. Donc aujourd'hui, Kako, si je t'ai invité, c'était pour parler évidemment emballage de croquettes, emballage de pâtés, pour l'aspect écologique qui intéresse de plus en plus les propriétaires. Donc actuellement, c'est beaucoup la mode des paquets en craft qui sont très design, très, très jolis. Mais qu'est-ce qu'on en pense d'un point de vue écologique et d'un point de vue nutritionnel ? Quel est l'intérêt de ces paquets en craft ? Alors bonjour à tous. L'intérêt du craft, c'est qu'il est issu d'une ressource renouvelable et c'est un matériau qui est rigide, je dirais plutôt résistant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir y mettre des volumes et des quantités assez importantes sans le déchirer. La problématique avec le papier craft, c'est son étanchéité, c'est-à-dire qu'il ne va pas être étanche, on ne va pas pouvoir y mettre de la nourriture qui va être sensible à l'humidité par exemple. Ce genre de choses. Donc l'intérêt écologique du papier craft, ça va être son origine, ça va être aussi sa fin de vie, parce qu'on va pouvoir le recycler, parce que c'est un matériau qui est biodégradable. Par contre, il va être limité en termes d'utilisation et de protection des aliments. On peut le recycler, mais est-ce que les papiers gras peuvent être recyclés ? Parce que les croquettes, en fait, le gras est à l'extérieur, donc on va avoir vraiment un effet vraiment... Enfin, le papier va être gras, un peu comme un carton de pizza. Est-ce qu'on arrive quand même à le recycler dans ces cas-là ? Oui, c'est pas un souci. Le fait que le matériau soit gras n'empêche pas son recyclage. Alors, il y a eu beaucoup de fakes là-dessus, c'est-à-dire que vous allez retrouver sur Internet des sites qui vont vous dire que dès que l'emballage est gras ou qu'il est taché, etc., on ne peut pas le recycler. C'est pas le cas. Même s'il est taché, vous pouvez le mettre dans votre poubelle jaune ou dans votre poubelle de tri, si vous pouvez le faire pour ce type de matériau, et il pourra être recyclé. Le gras n'empêche pas le recyclage. Et est-ce qu'ils arrivent à faire des emballages en pur craft, mais d'un point de vue nutritionnel, nous, on voudrait quand même que ce soit étanche à l'air, parce qu'on va avoir notamment les acides gras qui sont sensibles à l'oxydation. Donc est-ce qu'ils mettent une couche de plastique dedans, ou est-ce que dans l'idéal, il faudrait le faire ? Alors, ce qu'ils font quand ils utilisent du papier craft, généralement, ils rajoutent un film plastique qui va permettre l'étanchéité. Donc ça, c'est le cas, c'est dans la plupart des cas, quand on veut que les gens aient l'impression, en fait, d'utiliser un emballage en papier, voilà, c'est ça plutôt, et pas en plastique, on utilise du papier craft, et pour l'étanchéité, c'est-à-dire la fonctionnalité de l'emballage, on va rajouter un film plastique à l'intérieur. Parce que ça, par contre, ça va être nécessaire pour protéger les aliments. Il y a d'autres techniques qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se développe de plus en plus des traitements. C'est-à-dire qu'on va traiter la surface à l'intérieur du papier craft pour éviter l'utilisation du plastique. Mais on n'arrivera pas avec ce type de traitement à une étanchéité complète. C'est-à-dire que la durée de vie de votre aliment à l'intérieur de votre emballage sera plus faible. Donc généralement, quand le fabricant ne veut pas prendre de risques, il met un film plastique à l'intérieur. Alors, ce film plastique n'empêche pas le recyclage. C'est-à-dire que votre emballage, il pourra toujours être recyclé. C'est simplement que pendant le recyclage, ce qui va être récupéré, ça va être la fibre de cellulose. Et par contre, le film plastique, lui, il sera soit incinéré, soit enfoui. C'est-à-dire qu'on va quand même avoir une perte, puisque ce film plastique ne sera pas recyclé. Mais le reste de l'emballage le sera. Alors maintenant, c'est quand même la grande mode d'essayer de se libérer le plus possible des emballages. Est-ce que le vrac, c'est une bonne solution ? Alors le vrac, ça peut être une solution, mais la condition, je dirais, c'est d'avoir des emballages, nous-mêmes, des emballages qu'on va réutiliser, et qui correspondent aux besoins. C'est-à-dire qu'il faut que vos emballages puissent protéger vos aliments. Et ça, c'est le cas même pour nous, pas que pour les animaux. Donc ça veut dire qu'il faut faire le bon choix. Soit des emballages qui vont être en verre avec une étanchéité, avec un joint en silicone, qui va permettre de garder la valeur nutritionnelle des aliments.
soit des sacs qui vont être en papier craft pour certains autres types d'aliments qui ne risquent pas d'être humidifiés ou ce genre de choses. Mais quoi qu'il en soit, le problème, si vous voulez, c'est que si vous n'êtes pas guidé, vous risquez de faire le mauvais choix. Et si vous faites le mauvais choix, vous risquez de gaspiller finalement les aliments que vous avez achetés. Donc avant de vous lancer dans le vrac pour ce type d'aliments, il vaut mieux bien se renseigner sur la manière de conserver les différents aliments que vous allez acheter, choisir le bon emballage et systématiquement bien les laver en fait. Ça, c'est très très important. L'emballage, l'une de ses fonctions, c'est de protéger l'aliment, mais c'est aussi de protéger le consommateur. Et dans ce cas-là, ce sont nos animaux. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il va empêcher la contamination des aliments par tout élément extérieur. Donc, quand c'est vous, finalement, qui emballez ces aliments-là, c'est-à-dire que vous prenez vos propres emballages réutilisables, vous allez récupérer des aliments et vous les ramenez chez vous, il faut que vos emballages, eux, soient propres, qu'ils soient bien lavés et qu'ils soient bien entretenus. Parce que sinon, vous risquez de contaminer également les aliments que vous allez y mettre, en fait. Donc ça, c'est très important. La responsabilité qui, normalement, est prise par le pet fooder au moment où elle met l'aliment dans le sac, là, c'est nous qui la prenons de non-contamination. Tout à fait. Après, pour moi, il y a un autre problème au vrac, d'un point de vue purement nutritionnel, c'est que dans les croquettes, on a des acides gras essentiels qui sont sensibles à l'oxydation. Et donc, du coup, notre intérêt, ce serait que l'aliment il soit protégé de l'air. Mm-hmm. Et il y a des pet fooders qui mettent leurs croquettes sous atmosphère modifiée pour protéger les acides gras essentiels, notamment les oméga 3. Et ça va pas être possible en vrac. On a des produits qui sont très exposés à l'air. Oui. Et du coup, on a quand même un risque d'oxydation et de gaspillage du produit. Et je pense que sur l'impact écologique, le gaspillage de produit est bien plus grave, a bien plus d'empreinte carbone que juste l'emballage. Ah oui, complètement. En fait, c'est un peu le souci de tout ce dont on parle à propos du vrac, etc. C'est que on ne se rend pas compte d'une chose, c'est que l'emballage, il a une fonction. Sa fonction, c'est de protéger. Alors bien sûr, parfois, c'est aussi de faire un peu de pub pour le fabricant, mais c'est aussi de donner des informations concernant l'aliment, son utilisation. Et la protection de l'aliment, c'est pas juste j'ouvre un sac, je mets l'aliment dedans, je le referme. On peut avoir aussi une atmosphère modifiée pour le protéger complètement. Alors ça peut être le cas de certaines viandes, c'est le cas donc des croquettes et peut-être d'autres types d'aliments spécifiques. Et ça, clairement, dans le vrac, c'est pas possible. On peut pas le faire. Donc d'une certaine manière, ça veut dire qu'il faut consommer rapidement. Donc soit vous y allez le plus souvent, et dans ce cas-là, ça veut dire aussi qu'il faut faire attention du côté du magasin qui vous propose ce vrac, que le flux au niveau des aliments qui vont être proposés soit suffisamment important pour éviter cette oxydation. Et ça, vous ne pouvez pas le maîtriser, en fait. Ça va dépendre de votre détaillant, quoi. Ça va dépendre de ça. Et de sa manière, finalement, de gérer son stock. Et clairement, l'emballage alimentaire, contrairement à tout ce qu'on peut penser, ça permet aussi de réduire le gaspillage parce que vous pouvez conserver vos aliments beaucoup plus longtemps. Et parfois, ça peut être 1 à 2 semaines de plus. Quand on va dans un magasin de vrac, ce qu'on se dit, c'est qu'on va réduire ses déchets. Et donc, on fait un geste pour l'environnement. Le truc, c'est que si on veut faire un geste pour l'environnement, il faut regarder le cycle de vie global de l'aliment. Complet, c'est-à-dire non seulement le fait qu'on crée ou pas du déchet, mais comment l'élément va être fabriqué, et comment nous, on va l'utiliser. Quand on va acheter, par exemple, un sac de croquettes dans ce type de magasin, si à la fin, on est obligé de jeter la moitié, l'impact environnemental, il sera extrêmement important. Parce qu'en fait, fabriquer des aliments, ça a un coût environnemental très important, notamment quand ça vient de la viande, etc. Donc, il faut quand même faire très, très attention à la manière dont on souhaite consommer et acheter ce type d'aliments, quoi. C'est vraiment un ensemble de choses, voilà. Et il faut bien se dire que si on achète en vrac, il faut qu'on achète différemment de si on achetait, par exemple, dans un magasin, un sac de croquettes. C'est vraiment une façon d'acheter et finalement de faire consommer ensuite par ces animaux qui va être différente. Il faut pouvoir stocker plus souvent, aller au vrac plus souvent, etc., etc. J'en avais un peu discuté avec une personne qui était spécialiste des analyses de cycle de vie et qui disait que l'emballage, notamment pour les croquettes, représentait une faible proportion de l'empreinte carbone. C'était plutôt la fabrication de l'aliment, plutôt les composés qui rentraient dans la fabrication de l'aliment qui avaient la plus grosse empreinte. Mais ça, c'était moins vrai pour l'humide, parce que l'humide, il y a quand même beaucoup d'emballages qui pèsent beaucoup plus lourd.
Alors comment on fait si on veut donner de l'humide à notre animal et qu'on veut limiter l'emballage? Est-ce qu'il y a une préférence à avoir entre les canettes en fer blanc, là, les boîtes de conserve ou les boîtes en alu ou les pochons? Est-ce que toi tu as un avis là-dessus? Alors, personnellement, quand on doit choisir un aliment en fonction du type d'emballage, le mieux c'est d'acheter des emballages où on a un volume plus important, bien sûr. Parce que plus le volume est important, plus la proportion d'emballage est faible. Voilà. Alors après, ça va dépendre de la manière dont on va utiliser l'aliment. Hein, parce que l'objectif, c'est aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, d'éviter le gaspillage alimentaire. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que les pochons, c'est quand même des multimatériaux. C'est-à-dire qu'ils sont constitués de plusieurs couches. Des couches qui ne permettent pas un recyclage finalement à 100% du pochon. Généralement, ils sont jetés dans la poubelle des déchets ménagers, hein, dans la majorité des cas, alors que la boîte en métal, elle se recycle complètement. Donc, à choisir entre les deux, il est quand même préférable d'utiliser la boîte métallique. Voilà. Parce qu'elle, c'est sûr qu'elle va être recyclée. Le pochon, c'est pas certain. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'actuellement, sur ce type d'emballage, les petits emballages, il y a des développements qui sont en cours. Et notamment, l'objectif, c'est d'avoir un seul type de matériau. Alors, généralement, ça va être soit que du plastique, soit de l'alu, mais avec une très, très fine couche de plastique pour justement permettre un recyclage plus aisé. Mais actuellement, c'est pas encore ça, quoi. Hein. Et clairement, entre les deux, enfin moi je suis passée il n'y a pas longtemps d'ailleurs pour mes chats aux boîtes métalliques parce que je me suis rendu compte finalement que, alors d'une, j'utilisais beaucoup d'emballages avec les pochons, c'est clair, et puis je ne pouvais pas les mettre au recyclage. C'était pas possible. En tout cas, dans la zone géographique où je suis obligée de les jeter dans la poubelle des déchets ménagers, et donc c'est finalement une perte de matériaux. Et je me suis dit qu'en modifiant très légèrement la manière dont finalement je vais donner de la viande à mes chats par exemple, je peux finalement utiliser des boîtes plutôt que des petits pochons, quoi. Voilà. Parfois c'est simplement je veux dire, quand on change de type d'emballage, on se rend compte qu'il faut aussi changer la manière dont on va nourrir nos animaux. Enfin, légèrement, quoi. Hein. C'est plutôt une question d'adaptation. Hein. Et finalement, c'est pas grand-chose. Donc on peut passer à des emballages qui vont être plus intéressants d'un point de vue écologique, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être recyclables, recyclés surtout, en changeant de toutes petites choses chez soi. Voilà. Alors comment on sait ce qu'on peut mettre au recyclage ou pas? Parce que le plastique, comme tu dis par exemple les pochons, ça se recycle pas. Et moi j'avais l'impression qu'il y avait peu de plastique qui se recyclait. À part, pour moi c'était juste les flacons de plastique durs. Mais apparemment tu me dis que les sacs de croquettes pourraient être recyclables. Alors tu m'as appris quelque chose. Comment on sait ce qu'on peut faire, de le recycler ou pas? C'est pas évident parce que sur l'emballage en lui-même, c'est pas forcément bien écrit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fonction de la région où vous vous trouvez en France, on va avoir des consignes de tri qui vont être différentes. C'est-à-dire que dans certaines régions, vous pouvez mettre tous les plastiques dans la poubelle de tri. Dans d'autres, il faudra attendre 2022. En fait, l'extension de la consigne de tri, elle va venir petit à petit. Il y a quelques années, on ne pouvait mettre que les flacons, hein, comme tu disais, flacons, bouteilles, en plastique, on ne pouvait mettre que ça. Aujourd'hui, ça commence à s'étendre. Alors, pour le savoir, parce que c'est un petit peu compliqué, hein, pour être honnête, vous avez une application, ou bien sinon sur le site de Citeo, le guide de tri Citeo, qui vous permet, en fonction de votre localisation, alors vous mettez votre code postal, hein, et vous mettez le nom du produit ou de l'emballage, du type d'emballage, et il vous indique où le jeter. Et ça change la vie. Hein. Je peux vous dire que, clairement, quand on ne sait pas, parce qu'on n'est pas forcément toujours au courant qu'on peut mettre tous ces plastiques dans la poubelle de tri. Hein, parce que, en fait, comme l'extension de la consigne de tri vient petit à petit sur tout le territoire, on n'a pas forcément l'info. Et ça vous permet de pas faire, de bien trier. Parce qu'en fait, quand vous triez mal, le problème, c'est que souvent, une bonne partie de ce qui va dans les sites de tri doit être jeté parce qu'une partie ne peut pas être recyclée, quoi. Donc c'est dommage. Le mieux, en fait, c'est que vous regardiez via cette application
Et clairement, je pense que vous allez apprendre des choses. Parce que souvent, on se dit, bon, ça se recycle pas, c'est du plastique, c'est un film plastique, ça ne se recycle pas. Et au final, en fait, si. Les plastiques, de manière générale, se recyclent. Ce qui ne se recycle pas, ou mal en tout cas, ce sont les mélanges de plastique, les multicouches. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez avoir un emballage qui est constitué de plusieurs couches de plastique différents. Si ces plastiques sont différents, vous ne pouvez pas les séparer les uns des autres parce qu'ils sont collés ensemble. Donc, vous ne pouvez pas les recycler. Parce que le recyclage se fait par type de plastique. On les mélange rarement. Donc, dans ces cas-là, le recyclage ne pourra pas se faire. Voilà. Dans tous les autres cas, en fait, c'est possible. La problématique qu'on a eue jusqu'à présent, en fait, c'est qu'on n'avait pas de filière pour recycler les sacs issus justement des déchets ménagers. Donc, on pouvait recycler des sacs industriels, par exemple, donc des plastiques souples industriels, mais tout ce qui venait de la consommation courante, on ne pouvait pas, parce qu'on n'avait pas de filière spécifique. Aujourd'hui, on a des filières spécifiques qui se construisent, également pour certains types de plastiques qu'on ne gérait pas jusque-là. Donc, ça va se faire petit à petit. C'est pour ça que l'extension de la consigne de tri, elle ne se fait pas sur tout le territoire d'un coup. Elle se fait petit à petit, le temps justement de développer toutes ces filières. Voilà. Donc, je pense qu'avec cette application, vous verrez au fur et à mesure peut-être évoluer aussi les possibilités de tri dans votre région et votre département. Donc l'application s'appelle Citeo ? C'est le guide de tri. Le guide de tri Citeo. Donc avec ça, fini les querelles de couple autour de la poubelle de tri en mode ça se recycle, mais non, je te dis que ça se recycle pas. C'est ça, vous pouvez même faire des jeux. Alors, est-ce que ça se recycle ? Est-ce que ça se recycle pas ? Oui, non, mais c'est... Ouais, franchement, il y a quelques surprises, parfois. Donc, au final, le plastique, c'est pas le grand ennemi de l'écologie qu'on imagine ? Non, pas du tout. Le grand ennemi de l'écologie, c'est nous, en fait. C'est-à-dire que le grand ennemi, c'est celui ou celle qui jette ses déchets dans la nature, qui se dit que parce que son bout de papier est biodégradable, il peut le jeter dans la nature, il va se dégrader tout seul. Enfin, en fait, un déchet, ça doit se retrouver dans une poubelle. Tout ce qui est fabriqué par l'homme doit se retrouver dans une poubelle. Le mieux, c'est quand même de trier ces déchets, parce que ça permet ensuite de recycler et donc de diminuer encore l'impact environnemental de notre consommation. Mais de manière générale, même une peau de banane, vous jetez dans une poubelle, quoi. C'est très important de l'avoir en tête parce qu'on s'imagine que tout ce qui est biodégradable, issu de la nature, ça peut retourner dans la nature. Eh ben non, parce qu'on y a mis notre main, on l'a touché, on l'a modifié. Et donc forcément, ça ne peut plus retourner dans la nature. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément en tête au niveau des déchets. Enfin, moi, j'ai appris récément que, par exemple, l'impact du verre était plus important que celui d'un déchet en plastique qui allait être brûlé. L'empreinte carbone du verre, l'énergie que le verre allait consommer pour être recyclé, allait être plus importante que l'empreinte de juste même brûler un emballage plastique. Donc c'est vrai que je pense qu'on a beaucoup de fausses croyances dans le domaine des emballages et de l'écologie. Alors oui, l'impact environnemental du verre est 3 à 5 fois plus important que celui du plastique, pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est que pour fabriquer du verre, il faut monter à des températures très élevées, autour de 1500 degrés, ce qui est énorme. Pour le plastique, on est plutôt autour de 300 degrés. Donc on voit la différence d'énergie nécessaire pour fabriquer un emballage en plastique et un emballage en verre. La deuxième raison, c'est que le verre est lourd. Donc pour fabriquer une bouteille en verre ou en plastique, on va avoir besoin d'un poids de verre beaucoup plus important que dans le cas du plastique, pour différentes raisons aussi. Et du coup, quand on va les transporter, l'impact environnemental du verre, pendant ce transport, sera beaucoup plus important que celui du plastique, parce que le plastique sera plus léger à transporter. Voilà. Donc il y a plusieurs raisons qui font que le verre a un impact environnemental très élevé. Le verre, il faut l'utiliser non pas en jetable, mais en réutilisable. Enfin, même s'il se recycle très très bien, le verre se recycle très bien, puis les gens ont l'habitude de trier le verre, ça c'est quelque chose qui se fait très bien. Le problème, si vous voulez, c'est que l'impact global est très élevé, même en le recyclant. Même si vous utilisez du verre recyclé, vous devez quand même monter à des températures très très très, très hautes pour cela, et du coup son impact restera très élevé. Le plastique a un impact environnemental beaucoup plus faible que le verre et également beaucoup plus faible que l'aluminium ou l'acier.
Et ça, je pense qu'il y a peu de gens qui le savent, mais parce qu'on se focalise sur la question des déchets. Mais d'un point de vue purement environnemental, le plastique est une très bonne chose. Alors, bien sûr, il aura un impact environnemental qui va être plus élevé que le papier, par exemple, ou le carton, parce que le papier et le carton viennent de ressources renouvelables. Donc forcément, leur impact environnemental est plus faible. Mais le plastique étant étanche, d'un point de vue environnemental sur les types d'aliments dont on parlait tout à l'heure, qui vont nécessiter justement une étanchéité pour ne pas être en contact avec l'humidité ou ce genre de choses, ou l'oxygène, c'est un bon compromis environnemental et technique. D'accord. Donc pour les boîtes pour chats, on oublie le verre. Bon, c'est assez rare, mais il y a quelques marques qui essaient de se démarquer en faisant comme une conserve humaine, mais donc d'un point de vue environnemental, c'est pas une bonne idée. On privilégie plutôt l'aluminium ou le fer, des choses d'un seul matériau qu'on peut recycler. Oui, c'est ça. Et pour les croquettes, du coup, on oublie le kraft qui est pas étanche. Oui. On s'oriente vers le plastique. Est-ce que les industriels essaient quand même de mettre en place des solutions ? Enfin, moi, j'avais pu voir que certaines marques essayaient de réduire, par exemple, la quantité de plastique utilisée. Ça, c'est des solutions intéressantes ? Oui. En fait, ce qu'ils essaient de faire, c'est de modifier le plastique pour qu'il soit plus résistant et donc ce qui permet de réduire les quantités utilisées. Donc là, quand vous diminuez de quelques grammes l'emballage de vos croquettes, vous diminuez quand même considérablement l'impact environnemental de cet emballage-là. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait. Alors vous pouvez aussi utiliser du Kraft à condition qu'il y ait cette couche plastique à l'intérieur, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le problème c'est que la couche plastique, elle va pas être recyclée. Ça peut être une alternative, mais ça restera étanche. Disons que d'un point de vue environnemental, vous perdez la partie plastique. Concernant les emballages plastiques, oui, il faut clairement, je pense que la plupart des entreprises quand même communiquent sur les actions qu'ils mènent sur les emballages. C'est-à-dire que généralement, ils expliquent qu'ils réduisent les quantités, etc., de plastique qu'ils vont utiliser. Parce que jusque-là, finalement, ils ne faisaient pas trop d'efforts. Le plastique, ça coûtait pas cher. Ils en mettaient ce qu'il fallait en mettre. Et puis ils ne se posaient pas plus de questions que ça. Aujourd'hui, ils font cet effort-là, je dirais, parce que d'un point de vue environnemental, il y a quand même un impact, mais c'est pas que pour ça, faut pas se leurrer. Il y a aussi la nécessité d'éco-conception qui est de plus en plus, qui est quelque chose qui est mis en place par la réglementation actuelle. Et puis il y a également l'image de l'entreprise, c'est-à-dire que on ira plutôt vers une entreprise qui fait des efforts là-dessus, qui va vous expliquer ce qu'elle fait, les efforts en termes de réduction de quantité de plastique ou finalement de conception des emballages qui vont permettre à la fois de garder la fonction de cet emballage-là tout en réduisant son impact. Vous voyez, si l'entreprise communique là-dessus, on aura tendance à plutôt aller vers elle, quoi. Voilà. Donc finalement, c'est aussi quelque chose de positif, surtout en ce moment où la plupart des gens sont sensibles à ce type de questions. Est-ce que tu penses qu'un jour, on aura une solution pour le continent de plastique qui flotte au milieu du Pacifique, si je dis pas de bêtises ? Alors, en fait, la plupart des gens pensent que la seule solution, c'est d'arrêter d'utiliser du plastique. Alors, personnellement, j'ai un avis qui est un petit peu différent. Je pense que la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se focalise beaucoup trop sur le matériau en lui-même, qui a ses avantages et ses inconvénients comme à peu près tous les matériaux. Quand on remplace le plastique, on ne réduit pas les flux de déchets qui vont dans l'océan ou dans la nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on se dit « Ok, on va arrêter tous les emballages plastiques, on va utiliser autre chose, des matériaux compostables, etc., etc. », ils vont se retrouver dans la nature. Parce qu'on n'aura pas travaillé sur le problème principal qui a généré cet océan de plastique, ce continent de plastique, c'est la gestion des déchets. Alors, chez nous, pas tant que ça. Dans certains pays asiatiques et même méditerranéens, pour le coup, oui, il y a un vrai défaut de gestion des déchets. Et clairement, je pense qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'aller essayer de récupérer ces déchets-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on travaille sur les flux qui vont vers l'océan. Tant qu'on n'arrivera pas à fermer les robinets, ça servira à rien d'aller les récupérer, puisqu'à chaque fois, en fait, ce continent de plastique sera renouvelé, en fait. Voilà.
Donc il faut vraiment travailler sur les causes de cette pollution. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que... Enfin, on y travaille de manière très très indirecte et je pense qu'on ne fait pas suffisamment de pédagogie sur le geste de tri, le fait de jeter vraiment ces déchets dans une poubelle. On voit de plus en plus aujourd'hui d'emballages où il est écrit « bon pour la nature ». On a l'impression qu'on peut jeter l'emballage dans la forêt, il va se dégrader tout seul. C'est pas le cas du tout. C'est juste catastrophique. Et ça, je pense que tant qu'on fera pas de pédagogie là-dessus, on va pas s'en sortir, quoi. Alors c'est un peu négatif ce que je dis, donc on va partir sur quelque chose de positif. La chose positive que je pourrais dire là-dessus, c'est que on s'en est rendu compte. Et c'est ça le plus important. C'est qu'on s'est rendu compte à un moment donné que nos déchets, si on les traitait pas, ils se retrouvaient quelque part dans la nature. Voilà. Et ça, je pense que déjà, cette découverte-là, je pense que c'est un grand pas en avant. Parce que jusque-là, je dirais que l'impact environnemental de nos déchets, on ne regardait pas trop, quoi. C'était pas dans nos préoccupations. Donc ça aura au moins cet avantage-là. Qu'est-ce que tu penses des bioplastiques ou des plastiques biosourcés ? Est-ce qu'il y a une manière plus écologique de faire du plastique que de se servir du pétrole ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs notions dans ce que tu viens de dire. Alors, on va commencer par le biosourcé. Les plastiques biosourcés, ce sont des plastiques qui sont issus de la biomasse. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fabriqués à partir de pétrole, mais ils sont fabriqués à partir de plantes ou d'autres choses, de la biomasse donc. Mais on peut obtenir exactement les mêmes plastiques issus du pétrole, mais qui seront, eux, issus de la biomasse. L'intérêt, c'est l'impact environnemental, l'impact CO2, de l'emballage. Et uniquement cet aspect-là. Sur la partie déchets, ça ne jouera pas du tout, puisqu'en fait, finalement, on obtient exactement le même plastique. Ensuite, on a les plastiques qui sont biodégradables. Alors, les plastiques biodégradables, ce sont des plastiques qui peuvent se dégrader en présence de micro-organismes. Donc, ils peuvent être à la fois issus du pétrole, il y en a, ça existe, ou biosourcés, c'est-à-dire issus de la biomasse. Et parmi ces plastiques biodégradables, vous avez une famille de matériaux qui est compostable en compost domestique. C'est-à-dire que vous les mettez dans votre composteur à la maison et ils vont se dégrader tout seuls. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont plus facilement biodégradables que les autres, pour résumer. Sauf que biodégradable, ça signifie quoi ? Ça signifie que il faut les conditions nécessaires pour que le matériau puisse se dégrader. Quand vous mettez votre emballage compostable dans votre composteur, il est dans un environnement très spécifique. Température, humidité, qualité du sol et quantité de micro-organismes qui vont permettre finalement au matériau de se dégrader. Si vous jetez ce même matériau dans la nature, il ne va absolument pas se dégrader à la même vitesse. Pourquoi ? Parce que la nature, ce n'est pas un composteur géant. Pas du tout. Mais alors, absolument pas. Vous pouvez dégrader... ce matériau-là va pouvoir se dégrader en quelques semaines dans votre composteur. Il peut mettre des années à se dégrader dans la nature. Le danger, donc, avec ce type de matériaux, c'est qu'on ne fait pas suffisamment de pédagogie sur ces aspects-là. On n'explique pas au consommateur que quand il est écrit biodégradable, ça ne signifie pas qu'il va se dégrader tranquillement dans la nature et qu'on peut le jeter n'importe où. Parce que la plupart des gens pensent qu'un matériau biodégradable, c'est pas grave si on le jette dans la nature. J'ai eu des discussions assez hallucinantes sur Twitter où on m'expliquait qu'il fallait absolument remplacer le plastique classique par du biodégradable. Comme ça, s'il se retrouve dans la nature, c'est pas bien grave, il se dégradera tout seul, il n'y aura pas d'impact particulier. Ce qui n'est absolument pas le cas. Parce qu'il peut mettre 10 ans, 20 ans, 50 ans à se dégrader dans l'océan ou dans la nature, quoi. Tout dépend de l'endroit où il va se trouver. Et est-ce qu'on peut s'amuser à se dire, à jouer finalement un peu à la loterie en se disant, allez, c'est pas grave, je jette mon emballage dans la nature, on verra bien, de toute façon, ça peut pas être pire qu'un plastique issu du pétrole. Non, on peut pas jouer à ça, quoi. Donc, la problématique avec ce type d'emballage, c'est qu'on perd en termes de pédagogie. Voilà. Vraiment, on perd en termes de pédagogie. On va substituer un plastique par un autre plastique ou par un autre matériau qui va être biodégradable. Les gens vont se dire, c'est pas bien grave, je peux le jeter n'importe où, ou c'est pas grave, mon papier est parti, je vais pas aller le récupérer parce que il va se dégrader tout seul. Je trouve ça catastrophique d'un point de vue pédagogique, voilà.
C'est un peu le problème. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Quand on remplace le plastique par autre chose, donc là, pour le coup, ce serait du biodégradable, du plastique biodégradable, on ne va pas arrêter les flux de déchets. Parce qu'on n'explique pas, finalement, que le fait, si vous voulez, de réduire l'impact environnemental en utilisant du biosourcé, c'est bien, mais c'est quelque chose qui va être à part. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec la question des déchets. Quand on fabrique un plastique qui va être biosourcé, on réduit donc son impact environnemental en termes d'impact CO2. Par contre, son impact sur l'environnement en tant que déchet, lui, il ne sera pas réduit. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais clairement, cet emballage-là, il ne doit pas se retrouver dans la nature. Comme n'importe quel autre matériau d'ailleurs, et comme n'importe quel plastique pétro-sourcé, enfin issu du pétrole et non biodégradable. Voilà. Et je pense que plus on informera le consommateur sur ces sujets-là, et mieux ce sera. Ça manque un peu là. J'avoue que c'est un peu light, quoi. Et le plastique biodégradable, j'avais entendu que ça faisait genre des microbilles de plastique un peu partout et que c'était du coup pas génial de le dégrader justement. Alors ça, je pense que c'est une information qui est un peu ancienne. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y avait des matériaux qui étaient fragmentables. C'est-à-dire qu'ils se biodégradaient partiellement. Quand on les mettait dans la nature, enfin c'était même pas de la biodégradation en fait, ils se dégradaient partiellement. Quand on les jetait dans le sol par exemple, ou dans la nature, ou n'importe où, ils se fragmentaient. Donc en fait on avait des petits morceaux de plastique qui se promenaient, qui eux par contre ne se dégradaient absolument pas à la même vitesse, quoi. Ils se dégradaient très très lentement comme n'importe quel plastique qu'on jette dans la nature. Donc c'était encore plus vicieux, je dirais, parce que finalement, on avait l'impression que le matériau se dégradait, et en fait, pas du tout. Il se fragmentait, et c'est tout. Par contre, il y a une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que n'importe quel matériau se fragmente. C'est-à-dire que quand vous avez un plastique biodégradable, jeté, que ce soit dans votre composteur ou ailleurs, il va se fragmenter. Parce que la dégradation des matériaux, de manière générale, elle se fait par la surface. Alors, pas toujours, mais majoritairement, c'est le cas. Et comme elle se fait en surface, forcément, elle n'est pas homogène en fait. Elle va se faire de manière à créer de petits fragments. Alors que ce soit votre plastique qui ne se biodégrade pas mais qui va être exposé au soleil, donc qui va se dégrader en surface et petit à petit il va faire de la poussière et puis des microparticules, ou bien votre matériau biodégradable que vous allez mettre dans votre composteur et qui va se faire grignoter petit à petit par les micro-organismes. Au bout d'un moment, en fait, il va faire des petits fragments qui eux-mêmes vont se dégrader petit à petit. Voilà. À un moment donné, disons que c'est une étape de la dégradation des matériaux. On passe par l'étape microparticules, qui vont se dégrader. Hein. Faut pas s'inquiéter. Hein. Au bout d'un moment, ça se dégrade. Parfois, ça peut être un petit peu plus long, mais au bout d'un moment, quand même, ils disparaissent. C'est intéressant ta différence entre un plastique biodégradable et un plastique compostable en composteur de maison, parce que c'est vrai que nous on ne le sait pas, on se dit si c'est biodégradable, je le mets dans mon composteur, mais en fait pas forcément. Moi j'ai souvenir d'emballage de couches de mon fils, je dis c'est biodégradable, on va le mettre au compost, tu retournes ton compost des mois plus tard, tu retrouves ton emballage, tu dis non, je vais le reprendre et le mettre dans la poubelle. Oui, c'est ça, c'est que même certains plastiques où il est écrit compostable en compost domestique, quand vous le mettez dans votre composteur, en fait, il ne se dégrade pas. Pourquoi ? Parce que votre composteur est probablement pas aussi bien calibré qu'un composteur de laboratoire, quoi. Parce qu'en fait, les essais sont réalisés en laboratoire. Hein. Donc, si votre composteur n'est pas parfait, voilà, tous les composteurs de la maison ne sont pas parfaits, le mien n'est pas parfait, par exemple, forcément, ça sera plus long. Après, vous avez des matériaux biodégradables qui ne se dégradent qu'en composteur industriel. C'est-à-dire que ce sont des composteurs comme ceux qu'on a à la maison, beaucoup plus gros, et dans lesquels on va venir mettre un peu de température pour accélérer la dégradation. Par exemple, on voit souvent des plastiques que l'on appelle du PLA. On en voit de plus en plus. C'est un plastique qui est biosourcé et qui est biodégradable. Il ne se composte qu'en composteur industriel. Vous le mettez dans votre composteur à la maison, il ne se dégradera jamais, hein, ça c'est sûr, il ne bougera pas. Par contre, vous le mettez en composteur industriel, et là, pour le coup, faut avoir, il faut pouvoir le jeter dans une poubelle spécifique, et il n'y en a pas partout, hein, clairement. Et dans ces cas-là, vous pourrez le faire dégrader, mais pour le coup, ce composteur-là,
à l'échelle industrielle, monte entre 50 et 70 degrés. Donc forcément, la dégradation est plus rapide. Et donc ce même PLA, vous le mettez dans la nature, il aura le même effet qu'un plastique classique, il ne va pas se dégrader rapidement. Il mettra plusieurs années. Ça, je pense que c'est un problème parce qu'on voit, alors souvent par exemple dans les restaurants, des choses comme ça, des couverts compostables ou des assiettes compostables, mais après on va tous les mettre de toute façon dans la poubelle à brûler, donc je vois pas trop l'intérêt que ce soit compostable, étant donné qu'on n'a pas encore ces filières, comme tu dis, compostables à l'échelle industrielle. Il y en a pas partout. Enfin moi, là où je vis, là où j'ai grandi, il y en a, mais là où je vis actuellement, il y en a pas. Donc au final, faire ce plastique compostable, si on peut pas le composter. C'est tout le problème de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'on s'est tellement focalisé sur le matériau plastique qu'on n'a pas trop réfléchi à ce qui se passe quand on le substitue avec quelque chose, un autre matériau, qui est dit, je veux dire, plus éco-friendly, comme on aime dire en ce moment. C'est-à-dire que finalement, on ne prend pas en compte tout le cycle de vie du matériau. On fait les mêmes erreurs qu'avant, au final. On crée des matériaux, alors ils sont beaux, ils ont un impact CO2 qui est faible à la fabrication, etc. Par contre, on en fait quoi à la fin ? Eh ben, on ne sait pas. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, vous devez les jeter dans votre poubelle d'ordures ménagères. Voilà. Alors, on commence dans certaines zones, justement, c'est pour ça que l'application guide de tri est importante. Dans certaines zones, on peut mettre ces plastiques dans la poubelle de tri. Alors, le problème, personnellement, que je vois à faire ça, en fait, c'est que on va venir les mélanger à d'autres plastiques qui sont issus du pétrole, et donc on risque de perturber le recyclage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des quantités qui sont plutôt faibles de ces matériaux biodégradables, nouveaux matériaux. Au bout d'un moment, on risque d'en avoir de plus en plus. Et plus on en aura, plus on va perturber le recyclage des autres plastiques. Pour moi, tant qu'on n'a pas de filière spécifique pour ces matériaux-là, il vaut mieux pas les utiliser. Moi, personnellement, j'évite un maximum. Je préfère utiliser un plastique standard que je sais recyclable, que je pourrais mettre dans ma poubelle de tri, parce que je sais qu'il va y avoir une filière, plutôt que d'acheter un produit avec un matériau biodégradable pour lequel il n'y aura pas de filière derrière, quoi. Voilà. Et ça, je pense que il est important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un matériau est biosourcé, biodégradable, qu'on va pouvoir lui trouver une fin de vie et une filière pour qu'il soit recyclé et retraité derrière. Si vous ne pouvez pas le composter chez vous, parce que le compostage, c'est une façon de recycler finalement, et que vous ne pouvez pas finalement vous savez qu'il n'y a pas de filière de tri, parce que pour ces matériaux-là, il n'y en a pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Donc faire ses courses avec une ingénieure en matériaux, ça doit être aussi pénible que faire ses courses avec une nutritionniste. Moi, je lis toutes les étiquettes et toi, tu dois regarder tous les emballages et dire non, pas celui-là, c'est pas un bon emballage. Oui, alors oui, je confirme. Faut jamais qu'on aille faire des courses toutes les deux, on pourra rien acheter. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est un peu pénible quel que soit le type de matériau. Je me souviens m'être prise la tête sur les biberons, par exemple, quand j'ai commencé à avoir mes enfants. Donc là, pour les déchets, c'est absolument la même chose, quoi. C'est-à-dire que quand je vais acheter la nourriture pour mes chats et pour mes poules, je fais attention à ce que j'achète, quoi. Je regarde l'emballage, je regarde ce que c'est, je retourne l'emballage pour voir le numéro du plastique éventuellement, etc., quoi. Oui, c'est un peu pénible, oui. Tout à fait. Alors pour les biberons, comment tu as fait ? Parce que moi j'avais entendu parler, oui c'est trop bien, il faut des biberons en verre. Alors je pense qu'ils auraient tenu 2 jours parce qu'un enfant ça jette ses biberons. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des plastiques différents pour les biberons ? Oui, alors il y a plusieurs plastiques différents. Alors le problème c'est qu'en ce moment il y a beaucoup de communication sur ce sujet-là, parce qu'il y a un article qui est sorti sur la présence de microplastiques dans des biberons en plastique, etc. En fait, le truc, c'est que quand on a un article, il faut se méfier. Voilà, de manière générale. Moi, j'ai regardé l'article, j'ai rien vu de... Enfin, je ne l'ai pas trouvé fou. J'ai trouvé qu'il manquait de rigueur. Voilà. Et clairement, pour moi, quand on doit donner le biberon à un bébé, le mieux, c'est quand même d'utiliser quelque chose qui ne va pas se casser, quoi. Parce que en termes de sécurité, sinon, c'est quand même assez difficile. Alors, tout le monde n'est pas de cet avis-là. Je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun. Là, pour le coup, voilà. Personnellement, je préfère utiliser un plastique plutôt que du verre, et généralement un plastique qui tient la température.
C'est-à-dire que je n'irai pas prendre, par exemple, un biberon en polypropylène, parce que c'est un plastique qui tient un peu moins à la température que d'autres types de plastique qu'on va utiliser pour les biberons. Alors, j'avoue que mes enfants sont un peu grands, alors je ne sais pas ce qu'il y a actuellement sur le marché comme type de plastique pour les biberons, mais il y a toujours des plastiques qui sont très résistants à la température. Et c'est ceux-là qu'il faut choisir plutôt que les biberons classiques dans lesquels, finalement, on peut mettre par exemple que de l'eau ou ce genre de choses, ou des aliments à température ambiante, quoi. Voilà, il faut bien regarder les étiquettes et l'emballage, d'ailleurs l'emballage, hein, où justement on a pas mal d'informations, et où il est indiqué la tenue à la température des biberons, justement. Et tu as des numéros de plastique, c'est ça, en gros, le plastique, il faut regarder en dessous le numéro des numéros de plastique qui résistent mieux à la température. Alors, les numéros de plastique, c'est plutôt pour les emballages. Alors, on peut l'avoir aussi dans le cas des biberons, mais vous avez des plastiques qui permettent de fabriquer des biberons pour lesquels il n'y a pas de numéro. On les met dans le numéro 7. En fait, le numéro 7, c'est un peu le fourre-tout. Il y a tous les plastiques pour lesquels il n'y a pas de numéro pour l'instant. Et donc, du coup, généralement, c'est plutôt là-dedans qu'on va retrouver les plastiques un peu spécifiques, quoi. Le polypropylène, lui, il va... ouais, moi, je l'utiliserais plutôt pour l'eau, ou les choses qui ne sont pas trop en température, plutôt que pour des choses qu'on va faire chauffer, qu'on va mettre parfois au micro-ondes, ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, l'emballage du biberon, il indique tout. Généralement, on a toutes les conditions d'utilisation du plastique. Et c'est le cas pour à peu près tout, hein, même les boîtes qu'on utilise pour pas dire de marque, pour conserver ces aliments. Vous avez aussi dans l'emballage et même sur la boîte en elle-même les conditions d'utilisation de cette boîte-là. Vous savez si vous pouvez ou pas le mettre dans le micro-ondes, par exemple, si vous pouvez ou pas le faire chauffer, le mettre au four, etc., etc. Généralement, on évite de mettre un plastique dans un four, hein, mais voilà, de manière générale. Mais voilà, pour le micro-ondes, par exemple, ça va dépendre du type de plastique. Donc, il faut bien regarder l'étiquetage et l'emballage de l'élément que vous utilisez. Alors moi, par principe, au bureau, je râle sur toute personne qui met sa boîte en plastique au micro-ondes et je les terrorise pour qu'ils mettent leurs aliments dans des assiettes. T'es en train de me dire que j'ai peut-être tort de terroriser mes collègues ? Alors... il faut jamais terroriser ses collègues. Mais je pense que... Enfin, après, ça va dépendre personnellement. Si j'ai le choix entre une boîte en verre, en Pyrex par exemple, ou ce genre de choses, et une boîte en plastique, je vais plutôt aller vers l'assiette ou la boîte en verre. Hein. Moi-même, hein. Voilà. Pourquoi ? Parce que généralement, quand on a une boîte en plastique pour contenir ses aliments, elle va pas forcément toujours au micro-ondes. Hein. Enfin, et généralement, les gens ne le savent pas. En fait, ils ne savent pas si leur boîte va au micro-ondes. Donc, dans ces cas-là, ils ne savent pas, bah oui, il vaut mieux la mettre dans une assiette ou dans un contenant qui sera pas en plastique. Ça, c'est clair. Je suis d'accord, pour le coup. Ah, merci. Je le dirai. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup. C'était vraiment hyper intéressant. On a appris des tonnes de choses. Tu as bouleversé toutes les idées reçues que j'avais sur le plastique et sur les emballages. Donc, je te remercie. Et puis, j'espère te dire à bientôt, au moins sur Twitter. Et, écoute, je t'en prie. Et puis oui, à bientôt sur Twitter. Donc, pour les auditeurs et les auditrices qui souhaitent te retrouver et en savoir plus sur les matériaux, ils peuvent aller voir ton blog, donc en tapant Kako Vulgarisation Scientifique sur Google, ou ton compte Twitter où tu réponds à toutes les questions qu'on te pose. Alors, je mettrai les liens des deux, de ton blog et du compte Twitter en description de cet épisode, pour toutes celles et ceux qui sont intéressés pour en savoir plus. Eh bien, je te dis merci beaucoup, encore une fois, et à bientôt. À bientôt. Aujourd'hui, avec Kako, nous avons appris que le plastique n'était pas le grand méchant que l'on imagine souvent. Pour l'alimentation humide, l'impact de l'emballage est important à cause de son poids. On privilégiera alors les plus gros contenants possibles permettant de ne pas gaspiller, et les matières recyclables comme l'aluminium. Pour les croquettes, l'empreinte carbone de l'emballage est beaucoup plus faible que celle du contenu. La priorité est alors de ne pas gaspiller de produits et donc d'avoir un emballage étanche et protecteur. Si l'on souhaite diminuer l'impact de l'emballage, il faut choisir un pet fooder qui travaille à réduire la quantité de plastique utilisée et qui utilise un seul type de plastique plutôt qu'un laminé multicouche non recyclable. Le plus important est ensuite de bien jeter ce plastique au bon endroit
en fonction des consignes de tri en vigueur dans notre ville. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager et surtout vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. À bientôt!